tous. Je remercie le ministère de la Pêche, le CNDPA, pour leur accueil et leur aide très appréciable pour l'organisation de cette journée et surtout pour les promesses de projets d'expédition et de campagne en mer. Je remercie tous les intervenants, c'est-à-dire au niveau des associations, au niveau des post-graduations, qui ont donné une grande part d'énergie pour réaliser ces 2 journées et surtout pour pouvoir entamer ce projet grandiose qui s'annonce. Je vais vous présenter, à l'inverse de ce que j'ai fait hier, quelques observations que j'ai pu réaliser au cours de ces 20 années de travail. Je ne suis pas si vieux, c'est pas plus de 25 années, c'est 20 ans exactement, j'ai commencé en 1996. Donc ça fait près de 20 ans que je fais des observations. Mais toutes ces observations, je ne les ai pas faites seul, je les ai faites en équipe, avec des graduants, des post-graduants. Mais surtout, j'ai bénéficié d'une formidable solidarité de la part des professionnels. Peut-être que certains d'entre vous m'ont vu à la pêcherie. Peut-être que beaucoup d'entre vous savent exactement ce que je fais. Donc je vous remercie infiniment parce que tout ce que j'ai pu faire, ça n'aurait jamais pu être réalisé sans vous. Donc je vais essentiellement porter mon intervention sur les requins du bassin algérien. Parce que, en fait, la Méditerranée, tout le monde la connaît, cette mer au milieu des terres qui rassemble 3 continents, l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, l'Asie. Mais malheureusement, si tout le monde la connaît de nom, il y a beaucoup de choses encore à connaître. Beaucoup de choses, entre autres, par exemple, pour certaines personnes qui ne sont pas réellement en contact avec les produits de la pêche ou avec le monde marin, avec le monde de la pêche, ne se rendent pas compte que finalement la Méditerranée est très riche. Nous avons pu observer, et tout le monde a fait plus ou moins des photos de cétacés, de mammifères marins, des baleines, des cachalots, peut-être même bien des orques. Bon, pour le moment, j'ai discuté avec le docteur Sarano, les orques ont été observés et sont étudiés du côté de l'Espagne. Nous avons des représentants des poissons cartilagineux, les poissons osseurs, on les connaît tous plus ou moins puisqu'on les consomme. Nous avons des poissons cartilagineux qui sont relativement considérés comme étant des requins, mais en fait, les poissons cartilagineux, c'est riche et varié. Il y a une biodiversité très importante. Mais si on se limite aux requins, ils ne représentent pas que tous les poissons cartilagineux. Parmi les poissons cartilagineux, on peut citer aussi des animaux ou représentants mythiques, comme la raimanta, qui est présente en Méditerranée, comme des représentants aussi, il y avait un représentant aussi qui a pratiquement disparu, c'était le poisson-scie. Il n'est pratiquement plus signalé dans le monde entier, mais je pense qu'il a disparu depuis longtemps de la Méditerranée. Le requin bouclé, qui a aussi disparu. J'ai eu aussi la chance de le voir grâce à la solidarité des professionnels qui m'ont informé de cette observation un tant soit peu inhabituelle. Donc j'ai eu la chance de voir ce représentant-là pour la première fois et peut-être pour la dernière fois. Je vais donc traverser cette partie ouest-est du bassin algérien parce que je pense que j'ai la chance de travailler et de pouvoir travailler au niveau de la pêcherie d'Alger. Je dis encore une fois que c'est un lieu extraordinaire. D'abord, de par la coopération de toutes les personnes qui travaillent là-bas,
mais surtout parce que la pêcherie d'Alger reçoit toutes les productions du bassin algérien. C'est-à-dire que tout ce qui est capturé à l'est, à Bélissaf, à Razawet, à l'ouest, à l'est, du côté de Djidjel, à Annaba, au centre, vers Bjaya, Alger, etc., tout est ramené ici à Alger. Pour des raisons bien sûr financières, puisque le produit s'écoule bien ici à Alger. C'est une mégacité et tout se vend, et à bon prix. C'est cette chance que j'ai eue de voir pratiquement tout ce qui se passe sans d'énormes moyens. Les observations que j'ai pu faire, je les ai faites pratiquement toutes au centre. Et à partir de là, j'ai pu voir ce que beaucoup de personnes n'ont pas pu voir en travaillant ou en vivant à l'ouest ou à l'est. La Méditerranée, comme la carte l'indique, vous le voyez, il y a une communication avec l'Atlantique, la zone atlanto-méditerranéenne, et une communication avec la mer Rouge. Tout ce qui passe de l'Atlantique vers la Méditerranée suit le courant atlantique et obligatoirement est observé dans le bassin algérien. Tout ce qui vient de la mer Rouge traverse le canal de Suez, commence à s'installer dans les parties orientales de la Méditerranée, orientale, mais pour des raisons écologiques, ils peuvent s'installer et se pérenniser, ils peuvent s'installer et repartir. Ils peuvent ne pas durer. On peut citer certains poissons, comme le fameux poisson lapin qui a fait beaucoup de bruit à un certain moment, qui n'est toujours pas arrivé aux côtes algériennes, je souhaite qu'il n'arrive pas. Le fameux poisson chirurgien, le fameux poisson flûte, trompette, Pistularia, qui est arrivé en 2008, qui a fait un grand tour, qui a été capturé en grande quantité, vendu, et ensuite, on ne le revoit plus. Donc, en ce moment, il y a un phénomène qui se passe, c'est que le barrage qu'il y avait, ou la barrière qu'il y avait entre le bassin oriental et le bassin occidental, commence à s'estomper. Il y avait une barrière de température, cette température s'élève, les poissons qui viennent de mer Rouge sont plus adaptés à la température élevée, et donc commencent à passer dans le bassin occidental. Et là, il faut qu'on soit très concentré sur toutes les observations. Donc moi, ma concentration se fait au niveau de toutes les catégories de poissons, pas uniquement de poissons, mais il y a aussi des crustacés comme les crabes, ou comme d'autres représentants qui peuvent indiquer qu'il y a présence ou invasion d'espèces non indigènes, c'est-à-dire des espèces exotiques. Donc, après avoir fait cette introduction, et puis essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à travers les espèces, je vais donc faire le parcours des espèces de requins que j'ai pu observer. Ces requins-là appartiennent à trois ordres, celui des exanquiformes, celui des galéiformes et celui des squaliformes. La différence qui se fait au niveau de ces trois ordres, c'est une différence essentiellement morphologique. C'est-à-dire que les exanquiformes, Exa pour 6, sont caractérisés par la présence de fentes branchiales sur le côté, bien sûr, et au nombre de 6. Ou pour certains représentants de 7. Les galéiformes ont tous 5 fentes branchiales et ce sont les requins qu'on connaît le plus. Le requin marteau, le requin renard, le requin blanc, le requin de récif, le petit requin que tout le monde connaît et que tout le monde consomme, c'est la houssette, les squales chagrins, etc. Pour ce qui est pour les squaliformes, ils sont caractérisés inversement, parallèlement aux galéiformes, par 5 fentes branchiales, mais ils sont caractérisés par l'absence de la nageoire anale. Donc, tous les squaliformes ne présentent pas de nageoire anale. À l'inverse des requins, qui certains présentent 5 fentes branchiales et une nageoire anale, ces requins-là présentent 5 fentes branchiales et pas de nageoire anale. Donc, on fait la différence entre squale et requin. Ce schéma vous reproduit un petit peu
la topologie du fond et éventuellement la subdivision des étages et des provinces qu'on peut normalement imiter comme ça pour l'esprit humain, pour faciliter le travail entre des régions qui sont près de la côte ou éloignées de la côte, c'est-à-dire qu'on peut considérer la zone nérétique, la zone océanique, c'est la pleine mer. On a le domaine benthique, on a les espèces qui vivent sur ce domaine benthique ou en relation étroite avec ou en relation, ils sont à proximité de ce domaine benthique. Il y a aussi des espèces qui vivent dans la colonne d'eau. Les espèces que nous allons voir, les grands requins qui sont connus, ces grands requins qui font l'objet de nos recherches et qui vont faire l'objet de notre projet, ce sont des requins pélagiques, essentiellement, comme le requin renard, le requin bleu, le requin gris, le requin blanc. Par contre, les autres petits requins sont capturés par le chalut, comme la roussette, le chien espagnol, les missoles. Tous ces poissons sont capturés en grande abondance et régulièrement par les chalutiers. Et ils sont toujours présents sur les marchés, ils sont toujours présents en abondance et ils sont toujours fréquemment observés. Par contre, les grands requins, c'est plutôt rare de les rencontrer, c'est relativement rare aussi de les observer. On observe en grande quantité et fréquemment le requin bleu, le requin renard, et un autre requin de fond. Il fréquente des fonds de plus de 800 mètres. Et donc c'est le requin grisé. Vous allez voir tout à l'heure un documentaire concernant le requin grisé qui peut atteindre des tailles supérieures à 5 mètres et des poids supérieurs à 400 kg. Donc notre projet va consister essentiellement sur le travail qui a été fait pendant ces 20 ans. Et pendant ces 20 ans, j'ai entendu souvent cette question. Et j'ai hier demandé gentiment aux gens de ne plus me poser cette question après avoir vu mon travail. Donc j'espère que normalement cette question-là, elle n'a pas lieu ici, puisque dans le milieu professionnel, tout le monde sait qu'il y a des requins, non pas en Méditerranée, mais en Méditerranée algérienne. Dans le bassin algérien, tous les professionnels ont soit capturé des requins, soit observé des requins qui viennent de différentes régions. Qu'est-ce qu'un requin? Un requin, c'est un poisson cartilagineux qui a la caractéristique d'avoir des ouvertures sur le côté, ce qu'on appelle les fentes branchiales, on les voit là. Et ça, c'est un requin qui a des dimensions qui sont relativement importantes, puisqu'il peut faire entre 1,80 m jusqu'à 2,5 m, 3 mètres. Le requin gris, que tout le monde a pu observer dans des documentaires relatifs aux récifs, on l'a observé très souvent. Contrairement aux requins, aux poissons osseux, les poissons osseux, le réflexe que nous avons tous pour savoir si le poisson est frais, c'est de soulever l'opercule. Cet opercule-là caractérise les poissons osseux. Chez les poissons cartilagineux, il n'y en a pas. Les fentes branchiales, vous le voyez, elles sont directement en contact avec le milieu extérieur. Elles ne sont pas recouvertes. Les pêcheurs savent aussi que le requin s'appelle chien de mer. La différence entraîne, l'appellation souvent entraîne des confusions. Quand on parle de requin, on sait que c'est un gros animal qui a une réputation relativement surfaite. Et quand on parle de chien de mer, on sait que c'est un petit requin. Enfin, on suppose, on peut bien croire que c'est un petit requin que l'on consomme normalement. Mais on ne se demande pas à quelle catégorie zoologique il appartient. Donc, si on regarde bien le chien de mer, il peut varier de taille de l'ordre de 30 cm
comme ce petit requin là, qu'on appelle chien espagnol, qui est un poisson qui ressemble beaucoup à la roussette, le chat de mer. On a un requin qui fait maximum 1,5 m, 1,70 m, qu'on considère comme chien de mer, et son nom, il est en opposition avec le poisson émissol, à qui il ressemble beaucoup, et dont il se distingue par l'absence de dents. Les dents chez l'émissol, nous on l'appelle ici msola. C'est un chien de mer très apprécié, très consommé, et qui ne présente pas de dents. Ce poisson-là présente des dents, et donc on fait la différence avec le palom, le msola, en l'appelant faux palom. On ne se rend pas compte que c'est deux espèces différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence des dents. Donc pour les pêcheurs, c'est le palom pour l'émissol, et faux palom parce qu'il a des dents pour le cas de ce poisson-là. Ça c'est le requin à chagrin, c'est un squaliforme, un squale, Centroporus granulosus, qui présente des épines au niveau des nageoires. Quand on manipule le poisson, c'est relativement... On se rend compte que c'est dangereux, puisque si on ne fait pas attention, on peut se blesser, et méchamment. Regardez les quantités de ce poisson qui sont débarqués, et ça c'est pratiquement, enfin c'était, maintenant tout le monde a remarqué que le stock commence à s'amenuiser à tous les niveaux. On voyait ça pratiquement tous les jours. La quantité de ce poisson s'écoule facilement, très facilement, et elle est consommée, quelle que soit la taille de ce poisson, comme par les collectivités locales, par les restaurants, etc., et c'est très apprécié. Alors, je disais tout à l'heure que on appelle le requin chien de mer. Pourquoi pense-t-on que le chien de mer est différent du requin quand on sait que le requin est caractérisé par des fentes branchiales? C'est un poisson cartilagineux, il a des fentes branchiales sur le côté. Le chien de mer, c'est un poisson cartilagineux qui a des fentes branchiales sur le côté. Ok? Donc, l'équation est simple. Un chien de mer, c'est un requin. Un requin, c'est un chien de mer. Tout simplement. Et l'amalgame, la confusion, se fait même au niveau du monde professionnel, puisqu'on vous dit que nous, ici, il n'y a pas de requins. Il n'y a que des chiens de mer. Certains disent, les requins, on les voit, c'est vrai, mais très rarement. Parce qu'on a vu un requin bleu ou un grand requin gris. Donc, cette vidéo que vous allez voir là maintenant, c'est une vidéo que j'ai prise moi-même, et je vous laisse apprécier rapidement. Alors cette vidéo, je n'étais pas en Australie pour la faire. J'étais au large de Zemburi en 2001 et j'ai eu la chance de participer à 2 campagnes tonnières sur un bateau japonais grâce à la coopération et à la gentillesse du ministère de la Pêche qui, sachant que je travaillais sur les requins, m'a permis de faire des observations pratiquement sur du matériel vivant. Alors que jusqu'à présent, j'avais travaillé sur du matériel malheureusement capturé et mort. C'est un bateau de 50 mètres qui utilise un engin de pêche qu'on appelle le long line. C'est un longliner
La palangre, elle fait à peu près entre 100 et 200 km. La palangre qui a été utilisée par ce bateau, c'était une palangre de 150 km, puisque on m'a bien informé, quand j'ai discuté avec l'équipage, que ça dépendait de la région où on était. En Méditerranée, ici, du côté de la côte algérienne, il y avait beaucoup de passages, etc. On a limité la distance, la longueur à 150 km, alors qu'en Atlantique ou ailleurs, ils peuvent aller jusqu'à 200 km et plus. Donc imaginez le travail. Donc le travail qui a été fait, il a été fait à partir, je le disais tout à l'heure, de captures. Ici, c'est des photos qui ont été faites au niveau de la pêcherie. Ce sont des étudiants que j'ai encadrés sur le groupe des requins. Et vous remarquerez qu'à ce moment-là, en 2001, il y avait quand même une abondance de requins de récifs. J'en ai à peu près recensé 6, dont une espèce douteuse. Le requin, je pense que maintenant, tout le monde peut être convaincu que nous en avons dans le bassin algérien, que nous en avons et que nous pouvons en voir quand on est sur un bateau en train de faire de la palangrotte, quand on est en randonnée sur un bateau ou quand on nage, quand on plonge. Il y a eu des observations, il y a des chasseurs qui ont ramené des requins et jusqu'à présent ils sont toujours vivants. L'amalgame que nous faisons, il doit être logiquement, par rapport à une meilleure connaissance, il doit être évacué. Le requin, c'est un prédateur. Quel qu'il soit, il doit se nourrir. La nature l'a pourvu de moyens de capture, comme les dents, comme la vitesse, etc., qui lui permettent de se nourrir. C'est pas un animal qui recherche particulièrement l'homme. Au contraire, la chair humaine, apparemment, ne lui plaît pas. Il préfère des chairs d'animaux comme énormes et gras, comme le phoque ou le lion de mer. Donc, si nous sommes dans un endroit qui est fréquenté par des requins que l'on ne voit jamais, ils sont relativement timides quand ils entendent du bruit, un moteur, etc. Ils s'éloignent de l'endroit. Il y a des attaques, c'est vrai, de par le monde. N'allons pas nous occulter les choses ou nous mettre, comme on dit, la main devant les yeux. Il y a des attaques. Tout prédateur est dangereux. Bien entendu, quand c'est un petit prédateur, une petite roussette, si elle vous mord, elle ne fera pas de mal. Hein, la petite égratignure. Par contre, si c'est un requin bleu ou un requin blanc qui vous mord, là, ça peut être dangereux. Mais, sachons que le prédateur n'est pas venu ici à Bab el-Oued ou à El Biar pour nous attaquer. Je suppose qu'on le comprend. Nous sommes dans le milieu qu'il fréquente. Souvent, on est perçu, et vous allez le voir avec le docteur Sarano, on est perçu comme des intrus, comme des compétiteurs. Nous sommes aussi conscients qu'un requin, quand il a faim, il peut attaquer quelque chose qui correspondrait à quelque chose de comestible. Ce poisson-là, et vous allez le voir dans les différents documentaires qu'on va vous passer, ce poisson-là, le plus connu et le plus craint, c'est bien le requin blanc. Or, vous allez le voir, ce requin blanc, je ne dirais pas qu'il est inoffensif, je n'irai pas mettre ma main dans sa gueule, ça c'est clair, mais il a souvent ignoré des plongeurs, il a souvent ignoré des baigneurs. Malheureusement, des attaques ont eu lieu parce que il a été induit en erreur. Prenons le cas du surfeur, maintenant on comprend que le surfeur, quand il est sur sa planche, il est souvent attaqué. Pourquoi? Parce qu'on pense que le requin pense que c'est sa proie préférentielle, c'est-à-dire le phoque. Ok? Mais je ne vous dirai pas aussi aller plonger là où il y a des requins, puisque tout le monde a remarqué aussi que les attaques, elles sont hyper médiatisées. Je ne sais pas si c'était le cas à la Réunion, mais au niveau de la Réunion, il y a eu des attaques qui ont été relativement plus fréquentes et plus suivies que les années précédentes. Est-ce que cette statistique est connue depuis longtemps? Et je pense qu'il faut qu'on fasse une compilation des informations. En mer Rouge aussi, par rapport au comportement humain, c'est ce qu'on appelle le feeding. Et il y a beaucoup de plongeurs, d'associations, de clubs de plongée
qui donne l'habitude aux requins d'être nourris. Et souvent, ces requins-là, ne savent plus quoi faire quand il n'y a pas de nourriture qui est apportée. Et donc, ils feront n'importe quoi, et éventuellement même des attaques. Alors, je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu la possibilité de voir des requins vivants. Mais il n'était pas dans son milieu naturel. Toutes les observations que j'ai faites, ce sont des observations qui ont été établies sur des captures. Les captures, c'est le travail de l'Alliot. L'Alliot, c'est le biologiste des pêches. Je suis Alliot. Je dois informer sur la ressource halieutique, c'est-à-dire faire le recensement, apporter des éléments concernant la dynamique des populations, l'écologie, la systématique, la reconnaissance et surtout des recommandations relatives à la gestion des stocks de pêche. Donc la prochaine phase, après avoir connu, parce qu'on gère bien, on ne gère bien que ce que l'on connaît bien, une fois que l'on connaît, je connais maintenant la ressource halieutique, cette composante requin et poissons cartilagineux comme raies et autres. Donc je veux passer à un autre niveau, je veux passer à une autre étape qui est non moins négligeable, c'est le travail, l'observation plutôt in situ, c'est-à-dire dans le milieu naturel. Et l'occasion qui est offerte aujourd'hui, l'occasion, c'est justement de travailler en collaboration avec toutes les bonnes volontés. La volonté, ce n'est pas uniquement de la logistique, c'est aussi un investissement, c'est aussi un engagement. Cet engagement, je le retrouve par le biais, à travers plutôt des associations comme l'association de jeunes Algériens, comme le docteur Emir Turkan, qui va vous présenter le projet, comme l'association de l'ENSMAL, qui est en train de faire beaucoup de travail, l'engagement aussi des doctorants qui font partie de l'équipe halieutique que je dirige, et bien entendu, tout cela, si on ne travaille pas main dans la main, c'est-à-dire que là, moi, tout seul, avec les doctorants ou avec les associations, on ne pourra rien faire. Maintenant, nous allons essayer de faire une jonction entre la science et toutes les structures, qu'elles soient associatives ou administratives. Et à partir de là, nous essaierons de faire des observations pour compléter le travail. Alors maintenant que j'ai donné une petite information relative d'ordre général, puisque j'ai apporté par la description des travaux que nous faisons, nous allons passer maintenant aux espèces que l'on peut voir, ou que j'ai pu voir au niveau de la pêcherie. Cette espèce-là que vous êtes en train de voir, c'est le plus grand poisson en Méditerranée. Ça, le requin pèlerin, c'est Orinus maximus, il peut faire plus de 10 mètres et peser plus de 5 tonnes. J'ai la chance d'avoir un collègue professionnel du port de Bousdjad, en l'occurrence l'Ahmar Benzina, qui m'a certifié qu'il avait pu observer un requin pèlerin de 8 tonnes capturé. Donc ce sont des poissons qui peuvent atteindre des tailles énormes et des poids énormes, et qui sont, on est obligé de les couper pour pouvoir les manipuler. Alors la caractéristique, on peut le reconnaître déjà par sa taille, mais quand il est petit aussi, il peut être confondu. La caractéristique de ce poisson, c'est d'avoir des branchies qui font presque le tour, le tour de presque toute la tête. Ça, c'est une caractéristique. Entre autres, il a une autre caractéristique quand il est plus âgé, quand il est adulte plutôt. Il a un museau qui s'allonge et qui fait penser à une trompe. On l'appelle aussi requin éléphant. Squale éléphant. Pour le manipuler, je le disais tout à l'heure, on est obligé de le couper en morceaux. Chaque morceau, ici, fait près de 2 quintaux, c'est-à-dire 200 kg. Alors imaginez un petit peu la difficulté pour pouvoir le manipuler. Toujours le requin pèlerin. Les morceaux peuvent être situés à différentes parties, au niveau de différentes parties du corps. Ici, c'est une partie qui est localisée au niveau des nageoires pelviennes. Et la distinction entre
le mâle et la femelle se fait justement, au niveau de cette partie, les poissons cartilagineux, tous sont caractérisés par un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'on peut se distinguer comme ça, à première vue, les mâles et les femelles. Les mâles sont dotés d'organes de copulation, les ptérygopodes, et la fécondation se fait à l'aide de ces deux organes de copulation. Le deuxième poisson par la taille en Méditerranée, troisième par la taille dans le monde, c'est le requin grisé, ou on l'appelle ici shkar. Ce poisson-là, alors je ne sais pas si j'ai parlé du premier requin par la taille. Le premier requin par la taille que nous n'avons pas ici, c'est le requin baleine. Je suppose qu'on a vu tous des documentaires. Le requin baleine, comme le requin pèlerin qu'on vient de voir, ils sont énormes. Le requin pèlerin, je pense qu'il peut atteindre les 15 mètres. Et le requin pèlerin, c'est deux poissons qui consomment du plancton. Ce sont des planctonophages. Ce sont des poissons qui sont inoffensifs, malgré leur taille. Bon, bien entendu, il ne faut pas se trouver à côté si jamais il fait un canard ou une plongée, parce qu'il peut déplacer beaucoup d'eau de par sa masse. Un deuxième exemplaire de poisson de requin grisé, là on voit très nettement que ce poisson, en plus d'avoir 6 fentes branchiales, contrairement aux galéiformes qui en ont 5, nous avons une nageoire dorsale, okay, alors que les autres requins sont tous caractérisés par 2 nageoires dorsales. Et on remarque bien aussi une caractéristique, c'est que cette nageoire dorsale est largement éloignée de la tête et plus proche de la nageoire caudale. Ce poisson grisé, j'ai oublié de le dire, fait partie aussi des poissons, des requins les plus ciblés, les plus pêchés. On voit très souvent, pratiquement tous les jours, chaque fois que je vais à la pêcherie, ou ailleurs, à Jijel et ailleurs, même je crois dans l'Oranie, ce poisson grisé est très souvent capturé et étalé pour la vente. Ce requin-là fait penser au requin blanc, par sa forme, mais aussi par une caractéristique qui le rapproche du requin blanc, c'est la carène caudale. Cette carène-là caractérise la famille des laminidés. On a le requin blanc, le requin mako, nous on l'appelle ici requin torpille. C'est une autre espèce que je n'ai jamais vue aussi, le docteur Sarano en a parlé hier, la taupe, l'Amnanasus. C'est un poisson que je n'ai jamais observé ici. On dit qu'il est en Méditerranée, c'est pas impossible. C'est comme le requin tigre, il y a certaines personnes qui l'ont cité du côté de Gibraltar, mais je ne l'ai jamais vu dans les apports. Alors la caractéristique ici, c'est que au niveau de cette espèce, il y a une autre espèce qui lui ressemble beaucoup. Comment on peut faire la différence? La différence se fait au niveau de l'observation de la dentition essentiellement. La dentition, on le remarque ici, les dents sont relativement identiques et symétriques puisque celles de la mâchoire supérieure sont les mêmes que celles de la mâchoire inférieure. Par contre, elles ont une forme assez caractéristique. Regardez, elles sont sinusoïdales. Elles ont cette petite particularité d'être très fines et très allongées. C'est pas un poisson qui va faire d'énormes dégâts en mordant, mais une fois qu'il vous accroche, il ne vous lâche plus. Il se caractérise, il se distingue de l'autre espèce, alors ça c'est le mako, okay, une autre espèce qui certainement, accidentellement, est rentrée en Méditerranée, puisqu'elle a été capturée à Benissaf dans les années 2000, et qui ressemble beaucoup à... qui ressemble beaucoup au requin mako, et il a une dentition qui se trouve entre le requin mako et le requin blanc. J'ai longtemps, quand on m'a appelé, on m'a dit qu'il y avait un requin qui était relativement bizarroïde, et moi, je fais confiance aux pêcheurs. Quand il voit quelque chose, il dit que c'est inhabituel, je lui fais entièrement confiance, parce qu'il a toujours raison. Donc la dentition m'a fait penser un petit peu au requin blanc, parce que le requin blanc, il a aussi des dents caractéristiques, elles sont triangulaires, très bien développées, très tranchantes bien sûr, et en regardant comme ça, avec la bouche semi-ouverte, ou la gueule semi-ouverte, on peut être induit en erreur. Une fois qu'on a bien observé, bien photographié, bien analysé, on se rend compte que finalement, c'est pas du tout le requin blanc. Le travail qui
qui est entamé aussi en parallèle, plutôt qui est réalisé en parallèle. C'est un travail systématique, c'est-à-dire comment identifier de manière sûre les espèces, puisque beaucoup d'espèces se ressemblent. Donc pour ce cas des poissons, des requins, il est facile, souvent facile de faire la distinction en observant la dentition. Si on regarde bien, bon, le détail n'est pas l'objet du jour, mais si on regarde bien, ici au niveau des dents, on se rend compte que finalement, entre ces mâchoires et celle-là, il y a une différence au niveau de la forme, d'accord, par la taille, et aussi de façon, comment on appelle ça, la dent qui est beaucoup plus large et plus rectiligne que les autres mâchoires qui correspondent à deux autres espèces. Alors toujours, par rapport aux moyens que nous avions, ça c'est l'année 98, nous avions pas la possibilité d'utiliser l'appareil photo numérique. Maintenant, l'appareil photo numérique est à la portée de tout le monde. Dans n'importe quel téléphone, tout le monde prend des photos. Bien entendu, souvent, ce n'est pas des photos de bonne qualité. Nous n'avions pas cette chance. Nous avions l'obligation d'utiliser la photo argentique. Et ce n'était pas évident, puisqu'il fallait être, comme on dit, en contact avec un bon développeur de photos pour pouvoir avoir des bonnes photos de bonne qualité. C'était pas facile, et nous avons raté la prise de photos pour cette espèce-là, mais nous avons quand même gardé la mâchoire. Cette mâchoire correspond à une espèce qu'on appellerait requin féroce, et qui se distingue du requin taureau par la forme des dents. Les dents, en regardant bien ici, une dent de requin présente un sommet ou plusieurs sommets, un pic ou plusieurs pics, qu'on appelle cuspide. Dans ce cas-là, si je veux faire la distinction entre le requin féroce et le requin taureau, le nombre de cuspides peut me permettre de faire la distinction. Quand il y en a 3, c'est le requin taureau, et ici il y en a 5, deux de part et d'autre de la grande cuspide qu'on est en train de voir au niveau du centre ici. C'est 5 cuspides pour ces dents-là, automatiquement et sans risque d'erreur, on peut dire que c'est le requin féroce. On revient maintenant à la vidéo réalisée en 2001. Bon, je pense que vous avez remarqué que la qualité n'était pas excellente, mais le plus important c'est l'observation. Le requin bleu, pardon, on peut le distinguer de par ses nageoires pectorales. C'est le seul qui a des nageoires pectorales aussi développées. Et c'est un très beau requin. Il a des formes extraordinaires, une couleur extraordinaire. Et il se reconnaît justement par l'importance des nageoires pectorales. Toujours en 2001, au niveau du longliner japonais, nous avons pu réaliser de nombreuses captures, pas moi, mais les pêcheurs, réaliser de nombreuses captures, et j'ai pu établir aussi que la concentration, parce qu'à l'époque on faisait TNS, la concentration des requins bleus, où le maximum de captures a été réalisé au large de Zemmouri, comme je vous l'avais dit, la vidéo que j'avais réalisée, c'était pas l'unique capture, souvent les captures se faisaient au niveau de Zemmouri, au large de Zemmouri. Alors, c'est trop peu d'informations, c'est pas assez étalé dans le temps pour pouvoir affirmer que cette concentration-là est normale tout le long de l'année. C'était une période, c'était le mois d'avril-mai, où les températures sont relativement caractéristiques, et si on avait la possibilité de faire des pêches régulièrement, selon un transect côte large, pour pouvoir confirmer cette information, ça fera partie aussi d'une des perspectives du projet que nous sommes en train de préparer ou d'essayer de lancer. Vous remarquerez que pour le requin bleu, les Japonais, ou plutôt l'équipage du bateau japonais, qui était indonésien, ne se casse pas trop la tête pour le requin, puisqu'il le capturait, normalement il coupe la ligne, mais il le capturait, il le remontait uniquement pour échantillonnage biologique. C'était un échantillon, et c'était dans le cadre de mon étude
parce que j'étais sur le bateau essentiellement pour pouvoir observer ces requins. Donc chaque requin capturé, j'étais obligé, malheureusement, de le disséquer, pour pouvoir prendre les mensurations, le poids, etc. Donc je disais qu'il ne ménageait pas la capture, il ne se cassait pas trop la tête, puisque quand on sait que chaque thon rouge, qui peut atteindre 300 kg, nécessite un combat avec, une fois qu'il est hameçonné, une fois qu'il est électrocuté, il est harponné, à ce moment-là, ils peuvent le remonter sur le bateau, ça demande au moins 20 minutes de combat. Au moins, quand l'animal est fatigué, parce qu'une fois qu'il est hameçonné, quand il a mordu à la patte, il se débat. Et le fait de se débattre, il se fatigue. Et quand il s'est trop débattu, le combat dure à peu près une vingtaine de minutes pour le remonter sur le bateau. Alors que souvent, ça dépassait la demi-heure, tellement l'animal est vital et fort. Il fait plus de 300 kg, et un thon déjà de 15 kg, 20 kg, je suppose que peut-être certains d'entre vous en ont harponné, c'est déjà très très puissant. Alors une fois sur le quai, sur le pont, on est obligé de sacrifier l'animal, parce que c'est un animal qui ne meurt pas facilement, qui ne meurt pas tout de suite, même hors de l'eau. Donc pour des raisons de sécurité évidentes, parce qu'on peut l'oublier dans un coin et puis passer et se faire mordre méchamment. Donc on est obligé de le sacrifier, de faire une ouverture en arrière de la tête et ensuite détruire la moelle épinière, et à ce moment-là je pouvais l'approcher. Et il le faisait pour moi, parce que sinon il l'aurait rejeté. Et comme moi j'étais pas très habitué, donc ils avaient cette responsabilité de ne pas provoquer d'accident vis-à-vis de moi. Parce que bon, c'était pas par rapport à moi spécialement, c'était surtout que s'il y a un blessé ou un malade, ils sont obligés d'arrêter l'activité et de rentrer au port. Et ça leur fait perdre énormément d'argent. Donc c'est pas dans un but humanitaire, mais pratique. Alors là, les fameux requins de récif dont je vous avais parlé, là vous avez un exemplaire de requin cuivre qui faisait à peu près 100 kg pour 2,5 mètres, 3 mètres. C'est un requin qu'on voyait très fréquemment et qu'on voit de temps en temps maintenant. On le voit relativement, je dirais pas fréquemment, mais on le voit de temps en temps et pas en grande abondance. Un individu ou deux individus maximum. Avant, on le voyait, c'était de très nombreux individus qui venaient de toutes les régions d'Algérie, de l'Est, de l'Ouest. Et je vous avais dit tout à l'heure que j'avais recensé 6 espèces de requins requiem ou requins de récif. Entre autres, et parmi ces espèces, une espèce, je ne suis pas sûr de sa détermination. Alors la détermination, ou plus exactement le travail de systématique, consiste à... On peut travailler sur la morphologie. Souvent c'est pas suffisant, puisque la morphologie ne permet pas de délimiter distinctement les espèces. Pourquoi? Souvent il y a des espèces qui se ressemblent. C'est souvent des espèces qui ont des grandes similitudes morphologiques. Et donc il faut qu'on utilise d'autres méthodes pour pouvoir affirmer que ça c'est une espèce et que ça c'est une espèce, et que les chevauchements qu'ils peuvent avoir, on les tranche par rapport à des méthodes comme l'analyse multidimensionnelle qui analyse des caractéristiques, des caractères morphométriques comme la longueur totale, la longueur entre le museau et l'origine de la nageoire dorsale, etc., exprimée en pourcentage, en probabilité ou en longueur. C'est pas relativement le détail de la méthode que nous allons faire. Donc ça c'est le requin cuivre. Une deuxième espèce que nous avons déterminée de manière sûre, c'est le requin tissement, Carcharinus brevitina, qui a une caractéristique, entre autres, d'avoir des taches noires au niveau de l'aileron, de la nageoire dorsale, de la deuxième nageoire dorsale, et des pectorales. Alors là, le problème s'est posé surtout entre Carcharinus altimus, qui a une caractéristique morphologique très proche de l'autre espèce qui est très souvent mentionnée en Méditerranée, et je viens de le savoir par le docteur Sarano. Il est très signalé, il est très souvent observé par les chercheurs tunisiens. Il y a peut-être des films, etc. Je pense que vous allez avoir plus de détails tout à l'heure. Mais la différence entre ces deux espèces, elle est réellement ténue, c'est-à-dire très faible. Comment peut-on parler de Plumbeus ou Altimus
si nous n'avons pas un moyen de les séparer nettement. Donc le moyen que nous avons utilisé, c'est pour l'analyse multidimensionnelle, et certains caractères morphométriques permettent de distinguer très clairement les deux espèces. Le requin-renard, la forme, on le voit une fois, on ne l'oublie pas, il est caractérisé par une nageoire caudale qui fait pratiquement la longueur du corps, le requin-renard. Nous on l'appelle Zerdi, on l'appelle aussi Klaus. Il est caractérisé donc par une nageoire caudale qui fait la moitié du corps, qui fait presque la longueur du corps. Donc si l'animal fait 2 mètres, il faut souvent multiplier par 2 parce que la caudale, elle est aussi longue. Et on dit, et je pense qu'il y a des vidéos qui le prouvent, on dit que le requin-renard, et l'Algérien, il est pas, le pêcheur algérien, il en est très conscient quand on l'appelle Zerdi, c'est un animal qui est très malin. On l'appelle Zerdi, pourquoi? Parce qu'il chasse en groupe. Et surtout, quand il rentre dans le banc de poissons, c'est un signe d'intelligence, entre guillemets. Il utilise sa nageoire caudale qui est très, très longue et très puissante pour pouvoir assommer le poisson, comme la sardine ou la latche. Il rentre dans un banc et il a plus de possibilités de consommer le poisson qui est assommé. Alors je reviens sur ce poisson. C'est un poisson aussi qui va faire l'objet de notre recherche, du projet. C'est un poisson pélagique que l'on observe souvent dans les captures et qui mérite aussi une étude parce qu'il n'est pas très connu et surtout il y a une deuxième espèce qui lui ressemble et que je voudrais bien définitivement dire s'il y a ou pas présence de la deuxième espèce. Alors, tout à l'heure je disais qu'il y avait des requins qui appartenaient à l'actualité, c'est-à-dire qu'il y avait des requins que l'on voyait et que l'on voit en abondance et régulièrement. Ce requin-là, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un requin qui a été observé pour la dernière fois par moi-même, pour la première fois, pardon, et pour la dernière fois par moi-même en 2001. C'est suite aussi encore à l'appel de pêcheurs, de mandataires, que j'ai pu observer ce poisson, mais pour le mandataire, ce poisson-là, c'était un poisson qui n'était pas normal de fait parce qu'il devait être malade. Ce poisson est caractérisé par des épines tout le long du corps, des boucles. Et c'est pour ça qu'on l'appelle requin bouclé. C'est une espèce à part entière qui n'a pas été signalée en Méditerranée depuis 1983 par les travaux du docteur Dieuset, qui travaillait à l'actuel CNDPA, qu'on appelait le centre de Castiglione, l'aquarium. Ce poisson-là donc a disparu et il n'a plus été recité, rementionné, resignalé depuis 2001 en Méditerranée. Alors, pour synthétiser tout ce que nous avons apporté comme information, depuis que j'observe les requins, depuis que nous observons les requins, nous avons pu observer que certains étaient toujours présents depuis 1996 et même depuis 1953, puisque la référence, elle s'arrête en 1953. Le travail sur les poissons cartilagineux essentiellement, a été fait par l'ex-CNDPA, ou CNRDPA, excusez-moi, jusqu'à 1953. Ensuite, plus rien jusqu'aux travaux de l'Alami en 1971, mais ça a été juste un descriptif. Ça a été juste un descriptif. Et ce descriptif-là, il n'a plus été refait jusqu'à 1998 où j'ai fait ma première publication. Le travail que j'ai fait est publié. Il est publié, c'est-à-dire dans des revues scientifiques. Il n'est pas mis à la disposition, et c'est mon tort, il n'est pas mis à la disposition des lecteurs du grand public. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est simplement une question de temps. Souvent, la publication prend énormément de temps et on est connu plus par la communauté scientifique que par la communauté algérienne. Beaucoup de gens ne se connaissent pas le travail que je fais, que nous faisons, parce qu'ils n'ont pas accès aux articles scientifiques. Alors donc je disais que 33 espèces ont été observées depuis 1996. Alors le requin blanc, et je rappelle encore une fois que la portée de l'événement n'a pas pu être valorisée puisque
à l'époque, c'était une étudiante qui avait fait cette observation et qui ne pouvait pas se permettre d'acheter l'individu. C'était un individu femelle d'1,74 m. Et de par sa description, on est sûr que c'est le requin blanc. Il a été capturé du côté de Benissaf, et Benissaf, souvent, le requin blanc est capturé. On pourra éventuellement faire parler notre collègue et ami Benzina pour confirmer cela. Le requin marteau, on l'a observé depuis 1998, peut-être une ou deux fois, et en très faible quantité, alors que, selon les informations que nous avons eues, grâce toujours à la coopération des pêcheurs, le requin blanc, le requin marteau, était très abondant et très fréquent pendant une période. Il a été très longtemps capturé, et maintenant, si on en voit un ou deux, quelque part à l'est, c'est vraiment un événement. Il n'existe pratiquement plus dans le bassin algérien. Les 33 espèces de requins font partie d'un ensemble de 50 espèces, mais pas toutes des requins. Parmi les espèces que nous avons, qui sont des poissons cartilagineux, je ne vais pas recenser des poissons osseux parce que ce serait trop fatigant pour tout le monde. Les poissons cartilagineux consistent en des animaux aussi mythiques inconnus, comme l'ange de mer, la raie guitare, la raie pastenaque, la raie manta, la torpille et la chimère. Donc à peu près une cinquantaine d'espèces et peut-être plus, je ne fais pas le compte exact. Et le travail que nous avons fait jusqu'à présent, vu que les requins sont notre proie, ce sont eux qui sont agressés par nous et non pas le contraire, puisque nous les consommons pratiquement souvent. Je sais que dans les restaurants, on propose des plats et on dit que c'est du chien de mer. Et quand on sort, on est content d'avoir consommé du chien de mer. Alors que nous avons consommé du chien de mer qui est du requin. Donc on a consommé du requin. Alors je vous pose la question, qui est en danger? Eux ou nous? Je suppose que vous allez me dire que ce sont eux, puisqu'ils sont capturés en grand nombre. Et malheureusement, il y a certaines communautés ou certaines populations, comme certains Chinois, qui consomment l'aileron du requin et qui poussent les gens à user d'un trafic, malheureusement, d'ailerons, en prélevant les ailerons sur des animaux vivants. Et ces animaux, dépourvus de nageoires, sont rejetés à la mer. Moi, cet acte barbare, je l'ai condamné à travers une pétition internationale, mais je ne condamnerai pas la population algérienne de consommer du poisson, que ce soit du requin ou autre. Le travail que je vous ai présenté est une contribution à l'enrichissement des connaissances, essentiellement sur la biodiversité et à travers des études comme l'étude de l'écologie, de la biologie et surtout les diverses recommandations que nous avons pu faire pour une bonne gestion des ressources. Les espèces que nous avons pu étudier, il y en a à peu près 29, ce ne sont pas tous des requins, nous travaillons aussi sur les raies, et éventuellement les pastenagues, ça sera aussi l'objet d'un futur projet, bien sûr que nous inclurons dans le projet que nous allons peut-être lancer bientôt. Ce sont des observations relatives à la raie manta qu'on observe souvent, à la raie pastenague. La raie pastenague, il y a deux espèces, il y a une espèce qui est une espèce de fond et une espèce de plein d'eau, pélagique. Alors ça, c'est les quantités de requins, petits chiens de mer ou chats de mer ou roussettes qui sont capturés toujours en abondance par les chalutiers. Jusqu'à présent, cette exploitation se fait toujours et pratiquement aussi intensément. Donc devant l'abondance qualitative et quantitative de ces poissons, nous avons fait un travail, une étape que nous voulons compléter justement par d'autres études sur le terrain, c'est-à-dire dans le milieu naturel. Et il est clair que certaines régions qui sont exploitées ne sont pas très bien connues, alors que dire des zones qui ne sont pas exploitées, qui sont encore vierges et qui recèlent
des trésors d'informations. Ces trésors d'informations pourront peut-être être récupérés à travers le projet qui est en préparation avec, en coopération avec le ministère de la Pêche, l'ENSMAL, l'association Longitude 181, toutes ces, et bien entendu Mme Zolori qui nous a largement et beaucoup motivé et aidé de par ses encouragements et son enthousiasme. Je la remercie personnellement. Ce projet-là, que de mon côté que j'appelle Gréba, vous pouvez retrouver la signification, c'est grand requin du bassin algérien, mais il peut y avoir des significations dans la langue arabe, je vous laisse les deviner. Donc la coopération va se faire avec l'ENSMA, le MPRH, le CNDPA, l'association Longitude, et va concerner le grisé, le deuxième poisson de par la taille en Méditerranée, et c'est un poisson qui est un poisson démersal, qui est plus en relation avec le fond, le requin bleu qui est pélagique, le requin renard, et les requins réquiem ou les requins de récif. Et tout le travail qui va se faire consistera, pour le projet que je suis déjà en train d'effectuer, un projet avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui vise l'étude du requin grisé et du requin bleu et essentiellement de l'éco-éthologie. Mais en parallèle, des documentaires sur chacune des espèces que j'ai mentionnées, c'est-à-dire bleu, requin gris, requin renard, etc., fera l'objet de documentaires, et bien entendu avec l'aide très appréciable du docteur François Sarano qui est déjà très bien rodé là-dessus. Donc les documentaires vont se faire, et un documentaire, on ne peut pas le faire en un jour ou en une expédition. Voilà pourquoi nous sommes en train de mutualiser, Madame Zolori a lancé ce mot, on est en train de mutualiser les compétences et les moyens de façon à pouvoir réaliser plusieurs documentaires, de nombreux documentaires, et surtout lever le voile, lever l'absence d'information qui caractérise le bassin algérien. Le bassin algérien, c'est une zone qui est relativement secrète en ce qui concerne les requins. Et je suis persuadé que nous allons faire des scoops en faisant ces documentaires, et j'espère surtout que nous allons rencontrer le grand blanc, poisson préféré du docteur et ami Sarano. Je suis sûr qu'on va le retrouver, mais seulement l'approche, ça va être facile. Et je laisserai le docteur Sarano plonger le premier. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Mila, je crois que les gens sont conscients maintenant qu'il existe quand même des requins, que ça n'est pas très très dangereux. C'est vrai que si on tombait sur une carte d'un s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demanderai juste un petit service. Mettez vos téléphones sur vibreur si vous voulez, ou silencieux ou quoi que ce soit, parce que ça sonne un peu de partout, et on entend d'ici. Donc, nous allons...